Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Mais avant ça, je suis en compagnie de Joss. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, écoute. Ok, super. Je suis aussi en compagnie de Romu. Ça va? Bah ouais, depuis la dernière fois. Ok, ouais, parfait. Espérons que t'aies pas de bug, mais bon, tu risques pas aujourd'hui. Et toi, Jérém, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ok, bon, écoutez, je vous présente Jérém, JTV sur les réseaux sociaux. On vous mettra ses réseaux dans la description. On va commencer par les news cinéma, comme d'habitude. Allez. Prochain film de David Fincher qui s'appelle Mank. C'est un biopic qui est sorti sur Netflix sur le scénariste du film Citizen Kane, d'Orson Welles. Il s'appelle Herman Mankiewicz et dans les rôles principaux, on a Gary Oldman, Amanda Seyfried et Charles Dance notamment, qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Joss, toi, ça te chauffe ou pas du tout? Alors moi, ça me chauffe grave parce que David Fincher, je suis fan. Je pense que tu le sais, on en a déjà parlé. Moi, Fincher, il est dans mon top 3 des réalisateurs, donc je suis chaud. En plus, le film sera en noir et blanc, de ce que j'ai compris. Sera tourné en noir et blanc, donc du coup, ça me chauffe ça aussi. La seule déception, c'est que ce soit que sur Netflix et que ça sorte pas au cinéma. Et moi, j'aime bien découvrir les films au cinéma, donc c'est ma seule déception. Voilà. Ok, d'accord. Tu connais bien Fincher, Romu? Je le connais bien, pas tant que ça. J'ai vu 2 films avec lui, Ok. deux films réalisés par Fincher. Mais, Et t'as aimé? ouais, T'as vu j'ai lequel? Fight Club et Seven. Donc, Ah, ok, d'accord. T'as vu les meilleurs. j'ai vu le haut du panier. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pendant qu'on est sur Fincher, je vais rebondir. Toi, t'as aimé Mindhunter, il me semble, Jérém? Oui, tout à fait. J'avais bien aimé. Eh bien, figure-toi que Bong Joon-ho, récemment, réalisateur de Parasite, entre autres, récemment, a déclaré vouloir réaliser un épisode de Mindhunter dans la saison 3. Ça peut être très intéressant. Que Joss, tu connais Bong Joon-ho? Ouais, carrément, ouais. J'ai vu Parasite et en fait, je crois que j'ai vu les 3/4 de ses films, en fait. Et ouais, je pense que ce serait top qu'il réalise un épisode de Mindhunter, ce serait génial. Juste génial. De toute façon, Fincher, il recontinue sur Mindhunter, la saison 3. Ouais, il recontinue, ouais, mais il réalise le biopic entre Mindhunter saison 3 et Merde, du coup, il le réalise maintenant, là. Bon, en tout cas, c'était incroyable. C'est vrai que c'était vraiment un gros truc, je trouve, dans sa carrière. Il a bien fait de partir sur une série comme ça. Ça lui ressemble totalement. Ouais, carrément. La news suivante, elle est pour toi, Jérém. Pierre Ninet rejoint OSS 3. Qu'est-ce que t'en penses? Aux côtés de Jean Dujardin, tu ne le savais peut-être pas? Si, Ok. si, j'étais au courant. Je sais pas quand même, je l'ai vu sur Internet. Je suis assez content parce que Pierre Ninet, c'est quand même un acteur, je trouve, assez talentueux en France. On n'est pas non plus blindé à être aussi talentueux. Je le trouve très talentueux. Bizarrement, je suis pas très fan de ses films, mais je reconnais qu'il a un sacré talent dans ses films. Genre dans Yves Saint Laurent, je trouvais qu'il était bon, mais en soi, le film m'a pas plu. Mais je sais qu'il a beaucoup marché. Il était plutôt ressemblant en plus. Il était très ressemblant. Voilà, je trouve que c'est un acteur très très bon et je pense que ça peut donner du lourd, en tout cas, sur le duo Jean Dujardin et Pierre Ninet. Donner un contraste entre Exactement, voilà, entre intergénérationnel. Et ça peut être vraiment top, je pense. La troisième news, on va parler d'un drame récent, l'incendie de Notre-Dame, qui doit être adapté en série façon Tchernobyl. En fait, la série suivrait l'enquête approfondie du New York Times, donc ce serait réellement l'adaptation de l'enquête du New York Times. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Bah, franchement, non. Le projet m'intéresse pas du tout. En fait, Tchernobyl, ça avait quelque chose de fort parce qu'il y avait un gros drame humain derrière et puis ça s'est passé il y a quand même plusieurs années. Là, c'est un drame, il n'y a pas de drame humain, c'est un drame historique, c'est un lieu historique, mais il n'y a pas de drame véritablement humain. Et l'enquête du New York Times, ça va être quoi pour nous dire qu'il y a eu quoi, une cigarette mal éteinte, un truc mal éteint, un truc électrique qui a pété. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Et franchement, là, à l'heure actuelle, ça me chauffe, mais alors pas du tout. Sans mauvais jeu de mots. Je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Je trouve que c'est inutile. Je trouve que je vois pas en fait quel impact ça aura par rapport à Tchernobyl. Tchernobyl, c'est comme il le dit, c'était très humain. Donc forcément, on avait de l'empathie. Puis en plus, ça nous a permis de découvrir l'histoire de Tchernobyl pour les plus jeunes que nous. On connaît Tchernobyl, mais là, on avait vraiment un appui réel, on va dire, de ce qui s'est passé. Tandis que là, Notre-Dame, ça va être quoi? Ok, c'est tombé en cendres. Et l'impact, enfin voilà, t'as un truc à brûler. Super. Ouais, voilà, c'est assez vide, quoi. Ça paraît vide. Moi, perso, j'irais pas chialer dedans. Et je trouve que c'est un peu trop frais aussi. Désolé de te couper. Ah non, il n'y a pas de problème, C'est un peu trop frais alors que Tchernobyl. Oui, ça a le temps de mûrir. Oui, bah déjà rien que ça, c'est un truc qui s'est passé en France. Pourquoi on doit prendre une enquête du New York Times? Tu vois, ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi eux, ils seraient mieux renseignés que d'autres? Alors ok, c'est un gros journal, mais je vois pas ce qu'ils viennent foutre là-dedans. Pourquoi faire une série par rapport à l'enquête du New York Times? Et puis en plus, si du coup ça devient une morale pour nous dire arrêtez de donner à ça et allez donner aux petits Africains, après je pense que chacun fait ce qu'il veut de son argent et recevoir de la morale d'un journal ou d'un homme politique, moi perso ça m'emmerde. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Ouais, mais il me semble que ce sera réalisé par les Français, produit par une société française. Ah ouais? Ouais, mais on n'a pas fait d'enquête en France. À mon avis, si, maintenant. On n'est pas assez ricain.
Ouais, voilà. On n'a peut-être pas non plus les sous pour s'autoproduire totalement. Alors, 4e news, on va parler des bandes annonces de la semaine. On va commencer par la bande annonce du Voyage du Docteur Dolittle, qui est en réalité un gros casting. Je me suis renseigné sur le casting voix. On a de gros noms. On a Octavia Spencer, on a Rami Malek, on a Emma Thompson, on a John Cena, on a Selena Gomez, Tom Holland au niveau des voix. Étant donné que, messieurs, vous avez tous les trois vu la bande annonce, est-ce que quelqu'un peut m'en dire quelque chose? Alors moi, ouais, quand j'ai regardé j'étais content dans le sens où je trouve que il se rapproche le plus peut-être de l'humour d'Eddie Murphy dans le côté humanisme avec les animaux. Et je trouve que Robert Downey Jr. pourrait faire très bien un très bon Docteur Dolittle. Je sais pas, ça m'a un peu hypé. Voilà, je sais pas, ça m'a donné envie de regarder. Moi, c'est mon enfance, un Docteur Dolittle avec Eddie Murphy. Bon, pour le coup, ouais, c'est peut-être un truc que je regarderai. Ok, alors à l'opposé de toi, moi c'est un truc qui m'a totalement déshypé en fait. Quand c'était annoncé, j'étais en mode bon, bah ok, le film de Murphy était très bien. Maintenant, là, la bande-annonce, je la trouve fade. Il n'y a pas d'humour, j'ai pas vu d'humour dedans, tu vois. Et du coup, je me dis, en réalité, ça peut être moyen. Je pense qu'on y retrouvera quand même l'humour de Robert Downey Jr., ce qui fait qu'il peut se rapprocher. Ça, c'est pas sur Eddie Murphy, effectivement, mais il a l'humour qui se rapproche un peu enfantin, comme le faisait Eddie Murphy. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joss? Moi, je suis assez d'accord avec toi, Anto, parce que franchement, j'ai regardé ça. Alors ouais, moi aussi, j'ai été fan quand j'étais petit, Docteur Dolittle, la VHS, je l'ai tordu dans tous les sens, mais ça fait trop film 90. Moi, en fait, ce qui me gave, c'est que je veux qu'on passe à autre chose. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on reprenne les succès d'il y a 20 ans et qu'on nous les remette à la sauce du jour. Et en plus, limite en moins bon, parce que moi, je vois la bande-annonce, ça m'a pas fait rire. Les animaux qui parlent. Ouais, alors après, ça va me faire penser un peu à Jim Carrey qui danse avec ses pingouins, là. Désolé, Romu, mais enfin, voilà, ça me parle pas. Franchement, ça m'évoque rien. Voilà, rien. Du néant. Étant donné que c'est pas un gros studio qui est derrière, j'ai trouvé les effets spéciaux absolument nuls. Évidemment, on va me dire qu'ils sont terminés. Cependant, ça piquait relativement les yeux. Hein. Les ours, ça se voit qu'on n'était pas dans les ours. Les singes, ça se voit qu'on n'était pas dans la planète des singes, tu vois. Ah ouais, ça Mais c'est bon, clair. bref. Et c'est quel studio qui produit Écoute, je ne sais pas. C'est pas un gros studio en tout cas. Genre, c'est pas Disney. C'est ça avec tes Disney, tu vois. On aurait eu un truc peut-être à l'image du Roi Lion récemment ou Ouais, un truc comme ça. aseptisé, Voilà. Alors, ouais, peut-être. Bah, après, on verra bien ce que ça donne. Joss, on va continuer avec toi. La bande-annonce de Scandale. Je sais que tu es particulièrement fan de Margot Robbie. Ouais. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Alors, j'ai un petit souci avec Scandale. Alors, en fait, c'est un souci que j'ai, c'est plus personnel, c'est parce que ce genre de film un petit peu de dénonciation journalistique ou de dénonciation politique, et là, donc, c'est un film assez féministe, ça me parle assez rarement. C'est-à-dire que récemment, par exemple, Spotlight, ça m'a fait chier. Pentagon Papers, ça m'a fait chier. Et j'ai l'impression que Scandale, c'est un peu dans le même genre, dans la même veine. Alors, je vais aller le voir parce qu'il y a Margot Robbie et que, voilà, Margot, je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai peur que ça me plaise, mais alors pas du tout, et que je reste à côté du film tout le long en fait. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Ok, alors il y a quand même un truc qui a changé depuis les films dont tu parlais, c'est qu'il y a eu la Révolution Einstein en 2016, il me semble. Ouais. Et bah, là, Scandale, c'est clairement un truc qui s'inscrit dans cette veine-là. Maintenant, voilà, pareil, hein, à voir comment ils vont le traiter. Romu, est-ce que tu aimé la bande? Moi, je trouve la bande-annonce intéressante et le casting vend du rêve. Après, j'aime bien tout ce qui parle de scandale, la presse à scandale, donc j'attends de voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé la bande-annonce extrêmement claquée. Je trouvais ça nul, mais comme Joss, parce que tout le long, j'étais en train de dire, il y a Margot Robbie quand même. Après, j'arrive, je fais, ouais, il y a Charlize Theron, en vrai. Je dis, on va le regarder parce qu'il y a Margot et Charlize. On va pas mentir. Voilà, parce que moi, Spotlight, pareil, tout le monde a crié au chef-d'œuvre sur ce film-là. C'était intéressant, mais je me suis fait chier. Ouais, Donc, pareil. voilà, donc, Vraiment. j'irai regarder juste parce qu'il y a ces deux actrices. À un moment, non plus des trucs de dingue personnellement. Après, D'ailleurs, qui est modifié physiquement pour ressembler à la présentatrice de l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que vu qu'elle fait beaucoup de chirurgie esthétique, je me suis dit, mais c'est pour le film ou elle a encore changé totalement de gueule? C'est pour le film. Ah ouais. C'était pour le Charlize film, Theron. ouais. Charlize Theron, ouais. Ouais. Alors, on va passer aux sorties de la semaine. Sur le petit écran, on a Watchmen qui sort ce soir en Amérique, demain matin sur OCS chez nous. Dans une Amérique alternative, les super-héros sont considérés comme des hors-la-loi à cause de leur méthode. Ça fait évidemment rappeler The Boys qu'on a vu récemment, même si le traitement sera totalement différent à mon avis. Derrière cette série, on a Damon Lindelof qui a créé Lost et aussi The Leftovers. Jérém, je sais que tu es un grand fan de Lost et je sais que tu attends aussi la série Watchmen. Qu'est-ce que tu peux dire? j'ai extrêmement hâte. Après, Watchmen, bon, on l'avait fait avec le film avant, donc c'est pas The Boy quelque part qui a pris l'idée concrètement, parce que déjà dans le film Watchmen, déjà, il y avait déjà cette idée avec super-héros pourris, il n'y avait pas que des pourris, mais concrètement, il y avait quand même de sacrés salopards. J'ai vraiment hâte. Vraiment, c'est une série qui me donne énormément envie. Je pense qu'ils ont mis les moyens pour mettre à la hauteur du film. Il est sûr, ça va toujours être
c'est un chef-d'œuvre, le film, c'est un très grand film. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte. Il y a un gros budget dessus. Il me semble qu'il y a un bon casting, que je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a un bon Ouais, casting. carrément, ouais. Donc voilà. Après, effectivement, il y a Damon de Lost. Bon, je suis pas du tout objectif. Je trouve ça incroyable. C'est ma série préférée. Mais bon, je suis pas objectif. C'est la série de mon enfance. Donc, après, Eh ben moi, je suis très hypé aussi par Watchmen. Parce que Damon Lindelof, comme tu as dit, Lost, et moi aussi Lost, c'est dans mon panthéon des séries télé. Donc du coup, je me suis même réabonné à OCS hier exprès pour Watchmen. Donc du coup, voilà, je veux rien rater, je veux tout voir en bonne qualité, je veux tout voir en direct. Et je pense que ça va envoyer du bois parce qu'il y a déjà quelques retours de la presse critique et c'est assez unanime. Ils sont tous à dire que c'est exceptionnel. Donc du coup, j'ai vraiment hâte. Ok. On va passer au deuxième film qui sort sur grand écran. Mathias et Maxime de Xavier Dolan. On en reparlera un petit peu plus tard parce que j'ai une chronique dessus. Maléfique 2. C'est la suite de Maléfique 1. Je vois pas ce qu'on peut en dire de plus, à vrai dire, parce que ça a l'air totalement inintéressant pour le coup. Bah déjà que le 1 racontait pas grand-chose. Ouais, non. Vraiment, moi personnellement, ça me donne pas envie. Bon, déjà, le premier, j'avais pas du tout envie de le voir. Tu l'as vu? Non, justement, j'avais. Ah ouais, non, je l'ai pas vu. Ok, J'ai d'accord. pas du tout envie de le voir. Et puis, la Jolie, c'est vraiment pas mon délire en tant qu'actrice, en tout cas. moi, alors, tu vois, Maléfique, j'étais un peu comme toi au début quand C'est je l'ai qui, vu au cinéma. Je pensais que ça allait être vraiment nul, tu vois. Et ben, écoute, j'étais agréablement surpris. Voilà, je suis resté sur ma fin, enfin, je reste sur ma fin dans le sens où ça m'a fait changer d'avis. Je me suis dit, franchement, c'est un bon film, franchement. J'ai passé un moment. Le 2, je te dis pas qu'il va être bien. C'était peut-être pas nécessaire de faire un 2. Mais le 2, il a été descendu par la critique. Tu vois, ça veut rien dire, les critiques. Ça veut tout dire et rien dire aussi à la fois. Bah, franchement, je peux sauter le pas pour aller le regarder. Tandis que Xavier Dolan, tu vois, moi, je suis pas familier à son cinéma. Moi, le film, je crois que j'avais vu que c'était Mommy de lui. J'avais pas du tout aimé Mommy. Tout le monde a écrit au chef-d'œuvre sur ce film-là. Et je dis pas de bêtises, j'ai peut-être vu que ça de sa filmographie. Je serais pas objectif sur lui. C'est pas un film que j'irai voir au cinéma, mais peut-être un jour, je me calerai sur tous ses films et je me donnerai un vrai avis sur Xavier Dolan. Du coup, on va passer à Little Monsters, une autre sortie. Lors d'une sortie éducative, une épidémie zombie se répand. Face à l'invasion, l'éducatrice décide de présenter la menace aux enfants comme un jeu éducatif pour ne pas les effrayer. Alors moi, c'est un film que, je vais prendre la parole en premier si vous me permettez, c'est un film que j'attends énormément parce que ça a l'air, et c'est vendu comme ça, hein, la promo, elle est comme ça a l'air d'être dans la droite lignée de Shaun of the Dead, une comédie de zombies. Moi, j'adore les zombies. En plus, avec une comédie, ça a l'air bien. Lupita Nyong'o dans le rôle principal. Ça a l'air marrant. Joss, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que les films de zombies, je m'inquiète un petit peu maintenant parce que un film de zombies, en fait, depuis 30 ans, on va dire que c'est 8 merdes pour 2 bons. Et j'ai peur que ce soit un peu une petite merde, ou du moins, en fait, il faut avoir l'esprit assez tourné en second degré pour pouvoir l'apprécier. Moi, je suis un peu trop premier degré avec le cinéma, donc j'ai du mal avec les films au second degré. Mais alors voilà, il y a Lupita Nyong'o qui est dedans, donc elle, je trouve que c'est une actrice super talentueuse, donc elle peut me donner envie de voir le film. L'idée peut me donner envie parce que c'est assez drôle ce qu'ils veulent faire, mais ça, je suis pas sûr d'aimer quoi. Je suis pas sûr d'être la cible en fait. Voilà. Je comprends pas personnellement pourquoi ils disent directement à la droite de Shaun of the Dead, alors que pourquoi ils parlent pas de Zombieland. En plus, il y a le retour de Zombieland. J'ai l'impression qu'ils ont réinventé le truc après Shaun of the Dead. Zombieland le faisait aussi très bien. Je trouve que c'était un film sur les zombies très drôle. Et il me donne envie le film, mais j'ai pas l'impression que ça sera au niveau d'un Zombieland ou d'un Shaun. Pour moi, la seule diff, en fait, c'est que Shaun of the Dead est anglais et Retour à Zombieland est américain. Et l'humour anglais est vraiment ouais. plus particulier que l'humour américain. Clairement, je suis d'accord. Ça c'est clair. C'est vrai que c'est pas le même humour, mais comment dire, on est quand même sur un film zombie comédie, quoi. Je veux dire, Ouais. ok, c'est pas le même humour, mais concrètement, c'est pour faire la même chose, faire rire les gens. Ouais, mais quand tu vois la bande, je pense que ça se rapproche vraiment plus anglais, presque un petit peu potache, plutôt que d'un humour américain, où pour le coup, les comédies américaines, tu vois, que ce soit zombie ou pas, je trouve que c'est un peu toutes les mêmes. Et je les trouve personnellement un peu moins intéressantes que les comédies, par exemple, du Cornetto, exceptionnelles chez les Anglais. Maintenant, on verra bien. C'est vrai que l'humour anglais, des fois, j'avais regardé Good Morning England. J'avais énormément aimé. C'est vrai que c'est un humour anglais, c'est un humour qui m'a parlé. Voilà, peut-être pas assez, c'est pas potage comme le film là qui va venir au cinéma. C'est pas un humour américain, ça se voit direct. Effectivement, des fois, je suis peut-être un peu plus proche, mais genre, je veux regarder un TED, je vais adorer. Mais parce que il y a la VF aussi qui joue aussi un peu. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Que j'ai repéré dans la bande-annonce de Little Monsters un petit côté un peu américain dans le délire de manuel de survie à l'apocalypse zombie. Bienvenue à Zombieland, mais aussi un petit côté intelligent à la Shaun of the Dead, comme on a pu le dire tout à l'heure.
Donc, pour moi, il y a un mélange des deux, en fait. D'accord. Bon, on l'a pas perçu de la même façon. Après, on n'a pas vu le film, mais bon, on verra bien. Ok. On a aussi sur grand écran 2 films d'animation, à savoir Sean le Mou. On n'en parlera pas maintenant, on a une chronique prévue par Romu qui arrivera un petit peu plus tard. Je peux juste dire un truc? Bien sûr. Pourquoi? Voilà. Ouais, pourquoi, ouais, franchement, pourquoi? Bah, je pense qu'il y a un public et des gens que ça intéresse, mais peut-être pas les principaux visés. Non, mais même, tu peux faire des dessins animés, on peut en apprécier même si on n'est pas enfant, mais Shaun le Mouton, encore je l'ai pas vu, mais Angry Bird le premier, c'était une cata. Putain, c'était horrible. Ah ouais, bon, bah, on en reparlera après, quand on parlera du studio. Ouais, on en reviendra tout à l'heure. On va passer au jeu Le Choix, messieurs. Alors là, compliqué. Je vous demande pas de vous justifier, mais si vous le voulez, vous le pouvez. Le premier choix, on va faire dans l'ordre logique Joss, Romu et Jérém. Forrest Gump versus la ligne verte. Forrest Gump. Forrest Gump aussi. La ligne verte, je l'ai vu plus de fois, et puis il me fera toujours plus chialer que Forrest Gump. Ok. Gran Torino versus Pulp Fiction. Pulp Fiction. Alors, moi, je peux pas choisir. Enfin, mon choix va s'arrêter sur Gran Torino, puisque j'ai pas vu Pulp Fiction. Je pense que je vais faire. Oh, faut faire une séance de rattrapage, là. Non, mais c'est prévu, c'est prévu. Ah ouais. Pulp Fiction tellement au-dessus. Mais Gran Torino, mais il est à 1 milliard de kilomètres de Pulp Fiction. Mais à aucun Bah ouais, moment, pour il y a moi des scènes aussi. aussi D'ailleurs, cultes que Pulp Fiction. Et d'ailleurs, j'ai une question. Anto, comment tu peux mettre Gran Torino et Pulp Fiction? Comment c'est Bah, parce possible? que moi, je préfère Gran Torino, par exemple. Et je Non, pense mais que non, mais seul- d'accord, mais c'est deux styles totalement différents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a rien à voir l'un avec l'autre. Mais oui, justement. Et bah, tu vas voir, après, les films n'auront rien. Et notamment Ok. le troisième où tu vas être en PLS, tu vas me dire qu'est-ce qu'il fait cet enculé. Mais je pense que tu peux préférer un des deux films quand même dans tous les cas, puisque Clint Oui, Eastwood, bien c'est un sûr. pan du cinéma qui est absolument monstrueux, si ce n'est, il est peut-être plus important que Tarantino. Hein. Donc, ces deux films, je pense qu'on ne compare pas, mais en tout cas, on peut faire un choix entre les deux. Oui, oui, bien Personnellement, sûr. Pulp Fiction, je trouve ça un peu long. Évidemment, c'est très très bien, mais c'est un peu long. Gran Torino, je trouve que c'est émouvant. Et de A à Z, c'est un régal. Clint Eastwood, il est monstrueux dedans. Clint Je suis Eastwood, d'accord. effectivement, c'est un fossile dans le sens où déjà c'est un ancien, il a fait énormément de films. Tarantino, forcément, il n'a pas le même âge, il n'a pas la même carrière. Mais genre moi, un Pulp Fiction va beaucoup plus me parler avec les répliques cultes, les scènes cultes. Pulp Fiction, qu'on dise tout ce qu'on veut, chaque scène est culte. Gran Ah ouais. Torino, je l'ai vu 2-3 fois. Bah, il est bien, mais voilà, ça m'a pas non plus. Ça m'a laissé un peu de marbre. J'étais pas genre en mode waouh, c'est incroyable, je me souviens de toutes les scènes. Non, pas du tout, je me souviens à chaque fois d'aucune scène. Tandis que Pulp Fiction, bah, ça s'oublie pas. Mais après, je pense que c'est personnel parce que moi, j'ai pas vu Pulp Fiction, mais j'ai pas le même ressenti que toi sur le film. J'ai vu des scènes cultes. Enfin, il y a des scènes qui sont vraiment cultes dans le film. Je pense notamment à la scène du barbier avec le jeune Vietnamien, c'est ça? Ouais, c'est un Vietnamien, ouais. Mais écoutez, oui, bon après, je suppose que je vous demande pas de faire un choix, hein, mais bon, je pense que inutile de les comparer, juste voilà, choisir. Le troisième, Joss, Django versus The Dark Knight, Bah, The Dark Knight. évidemment. Eh ouais, c'est facile là pour moi. Je vais encore me faire taper dessus. The Dark Knight, j'ai pas vu Django. Ok, Oh d'accord. putain, non mais la semaine prochaine, on fait une émission, on lui montre tous les films. Alors c'est difficile, mais moi je dirais quand même Django, bizarrement. J'aime beaucoup The Dark Knight, bien évidemment, c'est un chef-d'œuvre. Faut le dire, hein, grosse performance pour le Joker. Mais je sais pas, Django, j'ai une sorte d'amour pour ce film-là. Tout est pour moi, il dure longtemps en plus, hein, il dure 2h50, je crois, un truc comme ça. Ah Le ouais, film. il est très long, Il très long. passe à une vitesse, c'est impressionnant. Je sais pas, je trouve que. Et puis la prestation aussi de Leonardo DiCaprio est phénoménale. C'est pile poil à ce moment-là qu'on s'est dit, putain, pourquoi il n'a pas un Oscar? Django, c'est peut-être le meilleur Tarantino de ces 10 dernières années, quoi. C'était juste incroyable. Et comme tu dis, le film, il a un rythme qui est juste fou, quoi. Les 2h50, je suis allé voir le film 2 fois au cinéma, je les ai pas vus passer. Donc c'est clair que Django, c'est pour moi un très très grand Tarantino. Ok. Quatrième et dernier choix, Tu ne tueras point versus Gladiator. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Euh, franchement, j'ai envie de dire Gladiator, mais Tu ne tueras point est tellement moins connu tellement moins connu et malheureusement parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre, que je veux dire Tu ne tueras point juste pour lui donner un peu d'honneur. Voilà, donc Tu ne tueras point. Moi, je pense que tu connais mon choix. Tu ne tueras point, Ouais, tu ne tueras point. évidemment. Et moi, juste comme ça, tu penses que je vais choisir lequel film? Moi, je pense savoir quel film tu penses que je vais choisir. Je dirais que tu choisiras Gladiator et que tu choisiras Tu ne tueras point. Ouais, c'est ça. Parce que Gladiator, en fait, avec c'est un super film, j'adore, c'est un film de mon an, clairement. Mais il est un peu vieilli.
on le voit qu'il a légèrement vieilli. Ça reste un chef-d'œuvre, bien évidemment, c'est un panthéon du cinéma, mais tu ne tueras point, rien que pour la scène, quand ils vont dans le champ de bataille, ça prend du temps à venir au champ de bataille. Tu vois toute la péripétie qu'il a fait pour pas venir avec un fusil et tout, pour sauver justement les soldats. Quand tu vois la scène de bataille, t'es complètement scotché. Tu t'attendais pas à voir une scène comme ça. On s'attendait même à avoir un il faut sauver le soldat Ryan, ou genre, il n'y a pas trop de sang, ce genre de choses. Un peu Spielberg, pas du tout. Ouais. Il allait à côté. Après, il faut connaître le cinéma de Mel Gibson. Mais Gibson est très violent, je suis d'accord avec. C'est difficile de s'attendre à cette scène. À cette scène-là, vu que tout le début c'était en mode il essaie de réussir ses examens et tout pour pouvoir partir sans fusil, quoi. Voilà, donc on s'attendait pas du tout à ça. Et du coup, j'étais agréablement surpris. C'est un très grand film. Je dirais tu ne tueras pas, même si Gladiator est magnifique. Ok. Gladiator qui est l'un des premiers rôles de Joaquin Phoenix et qui est d'ailleurs totalement monstrueux dedans. Et tu ne tueras pas, ça faisait extrêmement longtemps que Mel Gibson n'avait pas signé un très grand film comme ça. En même temps, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas réalisé non plus. Depuis La Passion de Christ. Ouais, ce qui remonte, je crois que c'était. C'est pas Apocalypto. C'est pas un grand film, Apocalypto. Oui, mais c'était son film après, il est sorti après. Ouais, je pense que il y a eu Apocalypto après, ouais. Ouais, mais bon, le film est pas mémorable. Mais moi, tu vois, je suis pas d'accord sur ça. Moi, Apocalypto, je trouvais que c'était un très bon film. Ouais, mais est-ce que c'est au niveau de Tu ne tueras point? Non, mais après, il est pas aussi accessible. Apocalypto, c'est quand même très particulier. C'est pas aussi accessible que Tu ne tueras point. Je pense que Tu ne tueras point, tu peux le montrer à tout le monde, même que des gens qui sont un peu novices en cinéma, ils vont apprécier le film. Apocalypto, il faut un peu s'accrocher, quoi. Mais c'est quand même un très bon film. Donc je peux pas te laisser dire c'est oubliable, machin. Parce que Apocalypto, c'est très très bien. Ok, écoute, très bien. Je te remercie. Joss, pendant qu'on est là, on va passer sur la section Recommande-moi. Tu as un film que tu voudrais nous parler? Alors ouais, j'aimerais vous parler de La Chasse. Alors déjà, est-ce que tout le monde l'a vu ici ou pas? Pas du tout, moi, pour moi. Ah, voilà. Non, pas du tout. Ah, Ok, bah, bon, voilà. moi, je l'ai vu. Ouais. Je te laisse en parler. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut regarder le film La Chasse. Premièrement, il y a Mads Mikkelsen. Alors, beaucoup de gens dans le cinéma le connaissent. Après, il est moins connu du grand public, mais il faut savoir que Mads Mikkelsen, c'est un grand acteur danois. Il a fait des super rôles dans Casino Royale, la série Hannibal Lecter, qui est vraiment excellente, et la série de films Pusher. Donc, Mads Mikkelsen, gros acteur. Pour ce film, il a gagné le prix d'interprétation à Cannes, parce que dans ce film, il est juste, mais incroyable. Et je pense qu'il n'y a aucun autre acteur qui peut faire ce rôle-là aussi bien que lui. Pour moi, il n'y a personne qui peut le faire comme lui. Après, mine de rien, La Chasse, c'est quoi? C'est du cinéma danois. Et le cinéma danois, il est assez peu connu en France, du moins parce que c'est un peu moins proposé, c'est un petit peu moins, voilà, c'est un petit peu moins connu, c'est moins clinquant qu'Hollywood, les États-Unis, que même l'Espagne et tout ça. Mais c'est quand même un cinéma de qualité. Et il y a quand même de gros réalisateurs, dont Nicolas Winding Refn. Donc le cinéma danois, faut pas l'oublier. Après le film La Chasse, il a quand même gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Donc quand même si les Oscars, ça veut pas non plus forcément dire gage de qualité, mais il a quand même gagné. Et en plus, le film La Chasse, il traite d'un sujet qui est très sensible, parce qu'il traite la suspicion de pédophilie, donc c'est quand même un sujet très sensible. Et en fait, il le traite d'une manière terriblement juste et efficace. Il prend des risques dans la façon dont il le traite, parce que c'est pas de la façon dont on peut s'y attendre, parce que là, ça parle de présomption d'innocence. Et face à la pédophilie, c'est vrai que l'innocence, on a tout de suite envie d'enfermer le mec, de le mettre en prison, même de lui couper les couilles et tout ça. Mais il y a quand même de la présomption d'innocence, et c'est de ça que traite le film. Et moi, je trouve que c'est fait de manière incroyable. Et pour moi, La Chasse, c'est un véritable chef-d'œuvre qui mérite d'être connu. Ok, si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, je suis totalement d'accord avec toi de A à Z. Il est réalisé par Thomas Winterberg, qui est un réalisateur maintenant, je trouve, plus connu, par exemple, qui a fait récemment Kursk. Et c'est quelqu'un qui traite extrêmement bien les relations humaines dans les films, je trouve. Et c'est un atout absolument monstrueux parce que le film est génial. Donc, messieurs, vous avez peut-être envie de le voir. Est-ce que vous avez envie de le voir? Moi, personnellement, j'ai bien envie de le voir. Tu m'as bien vendu, en tout cas, même si le sujet a l'air assez délicat. Ouais, c'est très délicat. Ouais. Ça donne vraiment envie, ouais. Je suis d'accord. Hein. Ouais, franchement, là, ça donne envie. Puis voilà, et après une petite chose vraiment que j'en ai parlé, mais je veux vraiment rebondir dessus, c'est que la performance d'acteur de Mads Mikkelsen, je sais pas si Danto t'es d'accord, mais pour moi, il y a aucun autre acteur qui aurait la gueule de l'emploi pour faire ce rôle-là. Aucun autre. Parce que Mads, il a ce côté visage un peu dur, mais ange en même temps, tu vois. Et pour moi, même toi, DiCaprio, c'est mon acteur préféré. Jamais il aurait pu faire ce rôle-là. Il y a que lui, pour moi, qui peut faire ce rôle. Que lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment la tête de l'emploi. En plus, il est danois. Est-ce que tu penses pas que Joaquin Phoenix aurait pu interpréter le rôle, sachant que je trouve qu'il a un visage pareil,
assez dur. On a pu le voir dans le. Moi, je trouve que Joaquin Phoenix, il a plus le visage dur que Ange. Mads Mikkelsen, même déjà de base, il a un visage où tu sais pas s'il est dur, tu sais, là, ce côté nordique, un peu froid, quoi. Tu sais pas s'il a un côté dur ou un côté Ange, tu vois. Il a un visage machiavélique. Ouais, tu sais pas trop. C'est ça qui est magique pour ce film, c'est que du coup, tu sais pas trop, et voilà. Ok, ben écoute, c'est bien vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Jérém, toi, tu voulais nous parler de Démolition. Ouais, j'ai beaucoup hésité du film que je voulais vous montrer. Bah, je sais pas si Joss, toi tu l'as vu ou si Romy, toi tu l'as vu. Je l'ai vu, moi, ouais. Ouais. Avec Ok. Jack Gyllenhaal. Un film de Denis Villeneuve, non? Non, Non. tout le monde confond. On se fait tous piéger, ouais. Ok. Personne l'a vu, non? Moi, Si, j'ai vu. je l'ai vu, ouais. Le Joss aussi l'a vu, ouais. Ok, d'accord. Bon, bah alors je vais essayer de te vendre toi, Romy. Voilà. Bah, en fait, je trouve que ce film, il est intéressant. Alors, il paye pas mine comme ça quand tu le regardes. Voilà. Je te dis juste le synopsis. Voilà, c'est quelqu'un qui perd sa femme au début du film. Et il va avoir tout un état mental, on va dire, d'où le nom Démolition. Voilà. Il va se démolir au fur et à mesure et apprendre des choses au fur et à mesure du film. On va comprendre en fait les sentiments qu'il avait pour sa femme. Et on va comprendre pourquoi il se met dans cet état-là. Il y a tout un aspect avec la musique et tout qui est mis en place, tout l'esprit de la démolition, voilà, et il est extrêmement intéressant avec un dénouement à la fin qui est incroyable. Démolition comme ça, à premier putain, quoi, j'y vais pour chialer, je te le dis, mec. Mais en fait, finalement, ça passe très bien et tu finis le film avec une bonne note en mode putain, j'ai vu un bon film, quoi. J'ai vu vraiment un bon film et j'y vais pas genre en mode tout le long, j'ai pas déprimé. C'est un film, voilà, avec de la bonne musique et tout, tu vois, un peu rythmé. Franchement, je te le conseille, c'est pas du tout déprimant. Mais tu chiales pas à la fin. Je te dis rien, vraiment, je te dis rien. Mais c'est pas un film vraiment déprimant. C'est le synopsis qui te fait croire que c'est déprimant. Bon, bah écoutez, merci messieurs pour vos recommandations. Joss, tu as quelque chose à nous dire à propos d'un acteur que tu n'aimes pas spécialement. Ça va être un petit peu salé. Préparez-vous parce que peut-être que ça va vous faire mal ce que Joss va dire. En tout cas, bon, vous allez comprendre par vous-même. À toi l'honneur. Alors, oui, donc je voulais parler de Will Smith. Alors déjà, je veux juste savoir, est-ce que vous aimez Will Smith ou pas en tant qu'acteur, hein? Moi, j'aime beaucoup, mais acteur, mais à l'époque. Je trouve que en fait, depuis cette vie, depuis la recherche du bonheur, je trouve que Will Smith, bah, il a fait que des mauvais choix, je trouve, dans sa carrière. Je ne dis pas qu'il a fait que des mauvais films après, mais je trouve qu'il a fait beaucoup de mauvais films. Je rejoins ce que tu dis, Jérém, ça en Will Smith. J'aime bien le Will Smith des années 90, début 2000. C'est la période où il a vraiment explosé avec Men in Black, Wild Wild West. Oui, Ouais. Pas terrible. Oui, d'ailleurs. d'ailleurs, c'est lui Ouais. qui a composé la musique. Independence Day. Alors, je suis pas d'accord avec vous, moi, pour le coup. Alors, j'adore cette période-là, mais parce que c'est un Will Smith, en fait, qui est relativement différent. Effectivement, en fait, je sais pas s'il fait des mauvais choix ou si tout simplement, il a pas envie d'aller plus loin que faire du divertissement un petit peu pour tout le monde. Hein. On pense par exemple à Jimmy Man récemment ou à d'autres films. En fait, pour moi, Will Smith, il est youtubeur maintenant. Vous le savez peut-être. En Amérique, Will Smith, c'est the youtubeur, c'est le mec à suivre. C'est le mec qui a tout compris à YouTube, à comment fonctionne Internet. Et pour moi, par exemple, si on avait encore le Will Smith de l'époque, on n'aurait pas le Will Smith youtubeur. Et même s'il fait de mauvais films maintenant, ou qu'il fait des films plutôt très moyens, bah c'est pas un mec que, enfin, tu vas pas dire, tu regardes le film, tu le regardes pour Will Smith, quoi, tu vois. C'est un mec quand même qui a une bonne gueule. Ouais, mais Il a une aura, ouais. Une aura. tu vois, quand je regarde cette vie à la recherche du bonheur, je me dis putain, c'est dommage. Et dans ma tête, je me dis putain, c'est dommage, on passe à côté d'un grand acteur qui pourrait faire des films à Oscar en fait. On passe Ouais. à côté de ça, et moi, ça m'embête parce que je trouve qu'il mérite plus. Alors, je sais pas effectivement s'il fait le choix de faire des navets, mais je pense ça m'étonnerait quand même qu'il se dise oh, j'aimerais bien me faire un petit navet pour me faire un petit chèque. Bon, quoi. après, c'est pas un avis non plus, mais. Ouais, mais Non, mais j'ai des réponses à Aladdin, vous. c'était sympa, mais c'est pas à la hauteur de Will Smith, je suis désolé. Gemini, je l'ai pas vu. Il y a rien que la bande-annonce, mec, ça m'attire absolument pas. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, Will Smith est un acteur surcoté. Pourquoi je parle de surcoté? C'est parce que j'ai l'impression que tout le public aime Will Smith. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une hype un peu Will Smith. Comme si Will Smith c'était une tête d'affiche. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est pas du tout une tête d'affiche. C'est même un gage de mauvaise qualité. Déjà, bon, je n'aime ni la personne ni l'acteur. La personne pour des raisons de société, de déclarations polémiques, de fausses cool attitudes, de pistonnage pour ses enfants qui nous met dans des films de merde et qui n'ont aucun talent. Donc là, bref, c'est personnel. Après, je n'aime pas l'acteur et je vais vous dire pourquoi. Déjà, on dit qu'on juge en partie un acteur à sa filmographie. Donc j'ai regardé la qualité de sa filmo et combien de grands films il avait fait et j'en ai noté 0. Donc en 30 ans de carrière, 0 grand film. Alors il a fait quelques films sympas comme Men in Black, À la recherche du bonheur ou Cette vie, mais c'est quand même rien d'extraordinaire. Beaucoup vont dire « Oh, il y a Je suis une légende », mais désolé, le film est moche
Et ce que retient les gens, c'est plus la prestation de Sam, le berger allemand, que de Will Smith. Donc il se fait voler la vedette par un chien. Ensuite, les réalisateurs, en 30 ans, il n'a jamais tourné avec Spielberg, avec Nolan, avec Fincher, avec Scorsese, avec Clint Eastwood, avec James Cameron, qui pourtant, depuis 30 ans, c'est un petit peu eux qui font les grands films. Il n'a jamais tourné avec ces gens-là. Heureusement, il a quand même tourné avec Michael Mann et Ang Lee, mais malheureusement, c'est les deux plus mauvais films des cinéastes. Donc, manque de peau, c'est les deux plus mauvais. Après, il n'a jamais gagné d'Oscar ni de Golden Globes. Ok, ça veut rien dire parce que DiCaprio, il y a encore pas longtemps, il n'en avait jamais gagné. Mais bon, comme quoi, faire la moue, la bouche en cul de poule et la tête de chien battu, ben, ça paie pas. Ensuite, au final, à 51 ans, Will Smith, pardon, c'est le mec cool en interview, qui fait des vidéos YouTube où il parle d'amour, de société, tout ça, qui fait le show aux émissions télé. Mais si on a besoin d'un clown, en fait, on peut te proposer le rôle du Joker. Manque de peau, on lui a proposé le rôle du génie de la lampe, et c'est son meilleur rôle depuis au moins 20 ans. Voilà. Ok, donc, comme je vous avais prévenu, c'est relativement stable. Je suppose que tu n'es pas le seul à partager cette opinion. Maintenant, Will Smith, ça reste quand même, moi je trouve, un mec qui sait faire du divertissement, tu vois. Et au-delà de l'acteur qu'il est, peut-être qu'il devrait arrêter de faire des films, comme tu le dis. Enfin, tu le dis pas, mais tu dois le penser fortement. Ouais, fortement. Et plutôt, en fait, la personnalité de Will Smith est ce qu'elle est, tu vois. Et je pense qu'il a quand même réussi à apporter un petit truc à Hollywood. C'est peut-être pas en tant qu'acteur, mais je pense que c'est plus la personnalité et qui il est. Après, je comprends pas pourquoi tu dis il a pas joué dans des films de Scorsese, de un tel. Je trouve que le fait de jouer avec des grands réalisateurs, ça fait pas de toi, ça fait pas gage en fait d'être un grand acteur. J'en sais rien. Joaquin Phoenix, je sais pas s'il a joué que avec des grands réalisateurs. Mais du coup, quand même, il est avec un petit réalisateur, ça fait pas de lui quelqu'un. Il a bien joué avec avec le réalisateur de Very Bad Trip pour le Joker. Et ça, il a fait juste une de ses plus belles prestations. Donc, je pense que c'est pas gage genre, qualité, c'est sûr que ça va être incroyable et tout. Je pense que Will Smith, en fait, s'il retourne un peu dans ce qu'il faisait avant, un peu à la cette vie et tout, et de temps en temps, il fait un petit truc à la Independence Day et tout, ça peut être pas mal. Mais je trouve qu'en ce moment, il fait juste des mauvais choix. Après, pourquoi les gens l'apprécient? Parce que Will Smith, c'est une icône. C'est quelqu'un qui a l'air d'être sympa. C'est quelqu'un, en fait, qui apporte, je sais pas, une sympathie et tout. Il a l'air d'être cool. On connaît un peu ses enfants et tout, machin. C'est quelqu'un, oui, il est à suivre certes sur YouTube et tout, mais je pense que c'est surtout l'aspect icône. Donc, je pense que les gens l'apprécient pour ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est que, en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont juger l'homme. Alors après, l'homme, on le connaît pas. Moi, perso, il m'agace. Tu vois, par exemple, quand il a fait la polémique aux Oscars il y a 3 ans, qu'il a ouvert sa gueule et qui s'est fait remettre en place d'ailleurs par Chris Rock, qui présentait les Oscars, il a eu raison parce que il ouvre sa gueule sur des sujets et en plus après il dit bah moi et ma famille on va boycotter les Oscars, pour la peine on viendra pas, mais comme l'a dit Chris Rock, personne t'avait invité mec, tu vois, voilà, il veut toujours un peu ouvrir sa gueule, j'ai l'impression, il veut toujours je le trouve assez prétentieux moi, toi la cool attitude je la trouve assez fausse et je sais pas, c'est quelqu'un que je sens pas. Alors après là, c'est un peu gratuit, hein, parce que s'il faut, c'est un mec adorable dans la vie. Là, c'est moi mon ressenti par rapport à ce que je vois dans les médias, par rapport à ses déclarations tout le temps un peu polémiques. Au lieu de calmer les choses, eh ben il va rajouter. Et je trouve que pour quelqu'un qui fait pas de grands films, qui nous impose ses gosses, parce que ses gosses, il nous les a imposés, d'ailleurs il les a cramés, d'ailleurs on les voit plus nulle part. Eh ben moi, je trouve que ça discrédite son côté cool attitude, en mode un peu moi je suis cool, moi je fais du rap. D'ailleurs, ses récompenses, il les a gagnées en faisant de la musique et pas en faisant du cinéma. Et voilà, moi, Will Smith, c'est vraiment quelqu'un qui m'agace. Après, c'est un peu gratuit, hein. On est là, voilà, c'est faux, comme je dis, c'est un mec très sympa, j'en sais rien, mais je l'aime pas. Et j'aime pas du tout l'acteur. Surtout l'acteur, je déteste. Moi, je trouve, je rebondis, hein, je sais que Vas-y. je rebondis vite sur son fils Jaden, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que bon, il y a 2-3 ans, moi, il avait joué la série The Get Down, que je peux conseiller. Voilà, c'est sur l'histoire du hip-hop. Je trouve que justement, lui, de plus en plus, je pense qu'il s'essaye maintenant à faire des trucs un peu plus intéressants. Parce que The Get Down, c'est une série quand même qui traite vachement bien justement de la création du hip-hop de façon un peu comédie musicale. C'est le réalisateur de Gatsby qui fait cette série-là. Voilà, je la conseille. On en parle très peu. Voilà, il y a 2 saisons. Et je trouve qu'il joue extrêmement bien. Il rappe dedans. Il y a une atmosphère. Je trouve qu'il commence à faire des bons choix comme ça. Il faut peut-être lui laisser peut-être un peu de temps. Il est jeune encore. Voilà, c'est peut-être pas que sa priorité. Mais je pense qu'il peut être justement un acteur, je pense, qui peut avoir de l'avenir. Voilà. Après, je sais pas pour Will Smith s'il va continuer sur cette ligne-là. Mais je pense que son fils, potentiellement, il peut avoir de l'avenir. Après, il est quand même dans l'ombre de son père. Après, mais tant mieux si son fils a de l'avenir. Tant mieux. Moi, si son fils
acteur, je serais le premier content, tant mieux. S'il nous fait des films où je prends des claques, tant mieux, je serais le premier content et le premier à l'adorer. Mais après, là où je critiquais Will Smith, c'est par exemple quand il nous fait After Earth, c'est qu'il nous met son fils en mode, j'ai l'impression que c'est un CV pour Pôle emploi, c'est un foutage de gueule. Parce que After Earth, c'est un foutage de gueule, ce film. Et son fils qui joue tous les émotions. En fait, j'ai l'impression que ce film, c'était, voilà, un CV, regardez mon fils à Hollywood, regardez comme il est fort, alors que ça a été dégueulasse. Et je pense que c'est lui-même qui l'a un peu assassiné, parce que depuis, toi qui as la série que t'as dit, mais depuis, on n'en entend plus parler, à part la série, bien sûr. Jaden Smith, dans À la recherche du bonheur, je trouve qu'il était excellent, il était très émouvant. Effectivement, dans After Earth, il n'était pas incroyable, je suis tout à fait d'accord. Dans The Karate Kid, je sais que Will Smith, il a cassé les couilles un peu, avec Ouais. Jackie Chan et tout. Bon, Jackie Chan, il l'a remis à sa place, mais c'est un film quand même qui reste très correct. The Karate Kid, il est un peu dans la lignée de l'ancien, qui a un peu vieilli d'ailleurs. Et après, voilà, The Geddon, voilà, c'est dans ça que vraiment, Jaden Smith, pour moi, il nous livre une vraie prestation. Il met de sa personne, vu qu'il fait les sons et tout, en tant qu'acteur. Je sais pas, je trouve qu'il a beaucoup de force. Il joue un homosexuel, voilà, dedans, concrètement, et il le joue vraiment bien, je trouve. La transition de comment il se l'accepte, elle est magnifique. Donc c'est vraiment et pourtant il n'a pas le rôle principal. Donc tu vois, c'est pas forcément la personne qui va arriver et dire ouais c'est moi, c'est Will Smith. Pas du tout. C'est très intimiste. Voilà. Et les scènes qu'il y a avec lui sont vraiment magnifiques. Et bah du coup voilà, justement, ça revient un peu à ce que je dis. Du coup, si son père arrête de faire la fausse, parce que voilà, si dans les films présents il a un peu cassé les couilles, là peut-être que pour une fois il a laissé faire et son fils du coup il a pu se libérer, il a pu faire une bonne série, montrer l'étendue de son talent. Mais voilà, c'est bien attention, c'est bien Will Smith que je critique et pas vraiment son fils qui a un peu rien demandé le pauvre. Parce que moi aussi demain je suis le fils de Will Smith, il met dans un film et je vais jouer dedans. Donc voilà, comme quoi si on le laisse peut-être son fils un peu tranquille et que Will Smith s'il s'occupe un peu de sa femme et de ses vidéos YouTube pourries, bah peut-être que son fils arrivera à percer et ça sera tant mieux pour lui s'il y arrive. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup. J'aimerais passer à celle de Romu, qui vous parlait du studio Hardman. Donc moi je suis très curieux pour pas du tout. On parlait tout à l'heure de Shaun le Mouton et Angry Birds. Il me semble que Hardman c'est Shaun le Mouton, c'est ça? Ouais, et pas Angry Birds. Ok, et pas Angry Birds, très bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Avant de démarrer cette chronique, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce studio? Moi non, jamais Non, justement. du tout. Mais Pas vraiment non plus. Non. Shaun le Mouton, c'est ceux qui font Welmer, je sais pas quoi là. Voilà, c'est normal. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui. Voilà. Donc du coup, je connais via juste les films et du coup le nom je connaissais pas. Donc, Hardman est un studio d'animation britannique fondé en, c'est pas tout jeune déjà, par David Sproxton et Peter Lord. C'est le co-auteur de Wallace et Gromit et Chicken Run. Ah, Chicken Run c'est aussi. Ah, Chicken Run, c'est très bon. Ah c'est bon ça, ouais. Ça doit vous parler, je pense. Ouais, c'est mon enfance. Surtout le KFC, moi. Je vais encore vous faire participer. Donc, à votre avis, quelles sont les origines du nom du studio? Hardman. Il y a deux A au début. Man pour homme. Ouais. C'est bon, je suis bon. Moi j'ai la fin. Vous vous démerdez. J'espère que c'est pas un acteur porno quoi, parce que. Ah non, quand même, pas à ce point. Écoute, ouais, je sais pas, dis-nous. Hein. Donc Hardman, ça vient du nom de l'un de ses premiers personnages, un super-héros créé pour la série Vision On, qui est en 1972. Et c'est aussi une expression néerlandaise qui signifie homme de la nature. J'espère que j'ai enrichi votre culture. Ah, c'est magnifique. En chiffres, le studio Hardman, c'est 8 longs métrages depuis les années 2000. Ouais, donc Chicken Run, Wallace et Gromit, Story City, Shaun le Mouton, etc. Ah, Story City aussi, mec. Hein. Ouais, il fait pas mal de films en pâte à modeler. Ouais. C'est presque 1 milliard de recettes pour 8 films produits. Ils ont dû être contents, Plédo. Bon, après, il rapporte pas énormément, puisque c'est environ 125 millions par film. C'est beaucoup moins que les Pixar. Mais combien Disney. ça a coûté à un film? C'est ça le truc. Ça coûte moins cher à produire qu'un Pixar, en tout cas. Voilà, si ça coûte moins Environ cher, peut-être 50 que millions. ça reste un film où ils se font de l'oseille, pas beaucoup, mais comme si c'est le seul à faire ça avec de la pâte à modeler, ils disent bon, c'est un petit film de temps en Non, temps. on a aussi le studio Laika qui a produit Kubo et Coraline. Je sais pas si ça vous parle. C'est Kubo bon, ça qui me est aux parle. Oscars. Je les ai pas vus, mais Kubo qui est très très bon. Ils doivent être bien, mais genre, ils doivent pas crawler sous l'or. Quoi. Ça marche plutôt pas mal pour eux, mais après, sur la scène internationale, c'est pas grandiose. J'ai envie de dire. En gros, le boss, il se paye un voile, pas un yacht. Quoi. Ah, ils se C'est payent déjà pas de pas mal. money. Ouais, tu dois faire du kayak au bord de mer quoi. Bah, c'est un Britannique en même temps. Bon, le studio Hardman, c'est aussi 4 séries télé. Donc Shaun le Mouton, la série dérivée Voici Timmy et 2 autres où j'ai pas le nom. Mais c'est aussi un jeu vidéo. Je sais pas si vous le saviez. Ouais, c'est quoi le jeu? Un jeu vidéo d'aventure narratif sur le thème de la Première Guerre mondiale, ça sur PS4, Ah, Xbox One je l'ai PC, fait. et édité par Bandai. Ah, ça me dit un truc, ce jeu. C'est Ouais, ouais, j'ai fait. À un moment, il était offert, je crois, en jeu du mois, en jeu PS Plus, il me semble, non? Ok. Ah, Chroman, c'est eux?
Ouais, c'est. Oh, aïe, 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 aïe. On reconnaît Ah ouais, pas ça. l'impact artistique derrière. Quand Ah tu ouais, regardes moi je vraiment trouve pas, le- tu vois, quand tu vois les affiches. Non. Mais, Pourtant, quand tu regardes les personnages. ah si, ouais, ouais. il y a moyen. Arman, c'est un studio d'animation de presque un demi-siècle auquel je suis vraiment attaché. Parce que j'aime bien ce côté artisanal dans l'animation. J'ai parlé du studio Laika, on a vraiment ce côté artisanal fabriqué. Et je voulais en parler pour le mettre sur le devant de la scène. Parce qu'on parle trop de Pixar et pour moi, Hardman, c'est vraiment un studio à suivre. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que tu as parlé d'un studio que pour qu'on connaissait pas vraiment et tout. Du coup, ça c'est intéressant. Mais moi, j'ai une autre question. C'est tu veux bosser pour eux? Ouais, bah si, je suis prêt. Ah ouais, d'accord. Je termine mes études Non. de cinéma. Et touche pas à ça, ok? On va se péter à gauche. Pour le coup, j'ai une question sérieuse. Ouais. Seul Mouton, tu vas aller le voir du coup, le 2. Euh, Le 2, c'est le 2. Ouais, tout à fait, c'est le 2. C'est un dérivé de la série télé qui a rencontré un certain succès. Je crois que c'est leur plus gros succès. Ouais, je crois aussi. Hein. Et Sur le fallait mouton. le voir juste pour l'humour. Parce qu'il y a un humour anglais derrière, T'as vu justement. l'un on parlait de- J'ai pas vu le 1. Non, d'accord, ok. Mais j'irai le voir pour les références au cinéma de science-fiction. Je sais pas si vous avez vu les bandes annonces. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Allez voir la De quoi, bande-annonce. du 2? Ouais. Je les ai vus, ouais. Passer au cinéma et tout. Non, non. Bah, j'ai l'impression que ça. Je suis désolé, hein, mais ça a l'air d'être extrêmement claqué au sol. Apparemment, Ouais. selon les Moi, je premiers trouve avis. eux, ils pourraient sortir du lot, tu sais, en faisant des films qui sont plus ou moins poétiques. À la Ghibli. Ils partiraient sur un peu un style, pas en termes de fond, je te parle. Hein. Dans l'esprit, ça pourrait être magnifique. Ils pourraient sublimer leur studio. Mais bon, Bah, c'est justement, comme on l'a dit. détrompe-toi parce C'était pas. qu'il y a. Ouais, j'ai envie de travailler pour eux. D'ailleurs, la je leur semaine redis, prochaine, voilà. ils sont Il y sur a le un côté podcast. poétique vraiment derrière leur film. Il y a de l'émotion. D'accord. Il y a Après, de l'émotion. toi, t'as vu plus que moi, forcément. Après, si je vois tous les films, peut-être que j'aurai un autre ressenti, bien évidemment. Ouais, je t'invite vraiment à regarder Chicken Run. Chicken Run, moi, c'est le film coup de cœur, c'est le film de mon enfance. Hein. J'adore ce film. Mais après, voilà, je crois que j'en ai vu un. Il me semble, je crois qu'il y en a deux. Bah, il y en a eu qu'un en fait. Il y en a eu qu'un? Ah, je pense qu'il y en avait deux. Bon, j'en ai vu C'est un. des courts. Ok, bon. C'était sympa. Après, le reste, j'avoue, ça m'attire pas des masses. Mais bon, c'est qu'un avis comme ça. Ouais, après, Romu, c'est quand même un public assez jeune qui est visé, non, par le studio, quand même. Pas jeune et moins jeune parce que l'humour anglais, ça. Ouais, parce que dedans, ils mettent beaucoup d'humour anglais, ok. Bon, bah écoute, parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Ouais, Parce que moi, avec- pour le coup, on parlait de Mathias et Maxime tout à l'heure, donc moi j'aimerais Ouais. vous faire une petite chronique sur Xavier Dolan. Est-ce que toi tu le connais, Jérôme? Xavier, À part Momia, tu ouais. l'as dit tout à l'heure. Momia, toi. Je connais bien. Tu m'avais dit, ah, il est dans ce chapitre ça, effectivement. Donc, Ouais. du coup, j'avais même du coup un visage sur lui, du coup, Ouais. effectivement, parce que je crois que je connais pas trop son visage. Mommy, bah voilà, je suis resté de marre. Il m'a saoulé le film, mais bon. À mon avis, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas vu le reste de sa filmo. Apparemment, c'est un grand réalisateur. Eh ben, en fait, je suis un peu comme Jay, c'est que je connais pas des masses. J'ai vu que un film ou deux de sa filmo, dont Mommy, et pareil, je suis resté, mais alors totalement à côté. J'étais vraiment pas du tout dedans. Alors après, il y a une grosse hype en ce moment autour de Xavier Dolan. Hein. Il a vraiment un public à lui, donc on sait un peu de quoi parlent ses films, parce que lui-même a été confronté à certaines choses de son homosexualité, tout ça. Donc on sait que ses films parlent beaucoup de ça. Donc il a une grosse communauté derrière lui. Mais non, je connais pas des masses. Et d'ailleurs, faudrait, comme Jay l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'un jour je me fasse une semaine où tous les soirs j'en regarde un pour essayer de connaître et de comprendre un peu mieux la personne. Ok. Bon, bah écoute, Romu, toi, je crois savoir que tu aimes plutôt bien. On verra ça après, justement, avec la critique de Mathias Maxime. Donc j'espère que monsieur, que je vais vous donner envie de l'aimer. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et surtout n'abandonne jamais. Tels étaient les mots prononcés par Xavier Dolan lors de la remise du prix du jury pour son film Mommy au Festival de Cannes en 2014. Il est depuis devenu un symbole pour un bon nombre de jeunes cinéphiles aspirant au métier de cinéaste. Il démarre sa carrière à l'âge de 4 ans dans des pubs, puis dans des longs métrages. En 2007, il joue dans le film Martyr de Pascal Laugier, très bon film en passant. Puis, 2 ans plus tard, en 2009, à seulement 20 ans, il est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes pour son tout premier film J'ai tué ma mère, film qu'il a pu financer en partie grâce à sa jeune carrière. Ce dernier ira même jusqu'à être sélectionné par le Québec aux Oscars dans la catégorie meilleurs films étrangers. Malheureusement pour lui, J'ai tué ma mère n'arrivera pas dans les 5 finalistes. 5 ans plus tard, en 2014, il gagne le prix du jury à Cannes, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, ce qui le révèle à l'international. Il a alors l'opportunité d'aller tourner aux États-Unis. Gros casting en tête, ça c'était en 2017. Jessica Chastain, Nathalie Portman, Kit Harington, Cathy Bates, Tandy Newton, Bella Thorne et Susan Sarandon. C'est la naissance de Ma vie avec John F. Donovan. Malheureusement pour lui, le tournage est une vraie galère. Pas mal de problèmes surviennent et il pense même à abandonner le tournage et le film.
Heureusement, il finit par monter le film, mais est obligé de couper Jessica Chastain au montage pour rendre la narration de son film plus fluide, ce qui a fait un petit peu parler, puisqu'on coupe pas Jessica Chastain comme ça de manière générale. Il est homme à tout faire, c'est-à-dire qu'il monte, il scénarise, il réalise et joue dans la majorité de ses films. Il monte, moi c'est ça qui m'a étonné le plus, à vrai dire, c'est qu'il monte ses propres films. Il est admiré pour sa simplicité et sa ténacité quant à ses rêves. C'est quelqu'un qui doit beaucoup, enfin, qui se doit tout à lui-même en fait. Tout ce qu'il a fait, il l'a construit de qui il était et jamais il a été pistonné. Il aborde toujours les thématiques de la filiation mère-fils dans ses films, surtout le traitement des films dans la société actuelle, le traitement des femmes pardon dans la société actuelle et la recherche de soi au travers de l'amour. C'est une thématique que vous voyez dans Mommy par exemple, messieurs. Sa présence dans Hit Chapter 2 par exemple a été très remarquée et pour l'anecdote, c'est aussi lui qui a réalisé le clip Hello de Adele, entre autres. À peine 30 ans, il a déjà réalisé 8 films et rien n'a l'air de pouvoir l'arrêter. J'ai vu beaucoup d'interviews pour comprendre qui il est réellement et je dois avouer que personnellement, je suis très admiratif de qui, sa simplicité, sa bonne humeur. C'est quelqu'un d'intelligent, de très ambitieux et qui a déjà pour moi réussi sa carrière à l'international. En 2019, le 16 octobre plus précisément en France, sort son nouveau film Mathias et Maxime, que j'ai eu la chance de voir avec Romu au Festival de Cannes. Bah, autant vous dire que l'ambiance y était. Romu, qu'est-ce que tu peux nous dire du film? Xavier Dolan revient aux premières amours, j'ai envie de dire. Je vais pas reprendre ta chronique, mais on retrouve vraiment cet esprit de filiation, justement, mère-fils. Je vais vous laisser le soin de voir le film, je vais pas vous raconter vraiment cette relation assez nocive entre les deux. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Dolan. Vraiment l'esprit Dolan. Vraiment cette énergie, cette excitation. Et moi, je suis totalement dedans. Quand je regarde ces films, pour moi, c'est une obsession. Vraiment, j'exagère peut-être un peu, mais pour moi, c'est vraiment une obsession. C'est une drogue. Et quand il a envie d'envoyer un message, donc il y a un message très fort derrière ce film, il le fait avec une telle vélocité que tu peux pas passer à côté, en fait. Vraiment. Ok, alors je suis particulièrement d'accord avec toi. Je me rappelle que quand on est sorti de Festival de Cannes, bon, on a eu l'occasion de voir plein de films au Festival de Cannes, mais un sentiment tout particulier quand on sort d'un film de Xavier Dolan, notamment cette impression que tout est possible en fait avec rien du tout. Tu as l'impression que son film, il a filmé avec un bout de bois. Alors bon, évidemment, il a des moyens monstrueux, mais c'est un réalisateur, moi, que je pense de génie. Il te fait des trucs admirables avec quasiment rien du tout. La preuve avec J'ai tué ma mère qui était... 20 ans, tu as J'ai tué ma mère, c'est absolument monstrueux, je vous conseille de le voir, même si c'est pas son meilleur, loin de là. Et quand on sort de Mathias et Maxime, on a vraiment envie de faire du cinéma, on sait pourquoi on aime le cinéma, etc. C'est par exemple une sensation qu'on pourrait retrouver dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, à une échelle bien plus réduite, dans le sens où on sent qu'il y a l'amour d'Hollywood. Mais là, on sent vraiment qu'il y a l'amour du cinéma chez Xavier Dolan. Et avec Mathias et Maxime, il a su revenir un petit peu à ce que dans Ma vie avec John F. Donovan, il aborde quelque chose qui le touchait personnellement, puisque ça racontait l'histoire d'un jeune homme qui va entamer une correspondance avec une star internationale donc de son époque. Et lui, étant petit, il avait écrit à Leonardo DiCaprio, il lui avait jamais répondu. Donc voilà, maintenant je suppose qu'ils font des petites soirées ensemble. J'espère. Et donc avec ce film-là, et il a déclaré que faire tourner ses amis, c'était quelque chose d'extrêmement facile. Il a fait tourner ses propres amis, donc il les a dirigés, etc. Et des aventures. Oui, voilà, tout le casting du film est très bien de manière générale. Et on retrouve aussi ces deux thématiques principales, à savoir l'affiliation, comme tu en parlais tout à l'heure, mère-fils, mais aussi la recherche de soi à travers l'amour, puisque c'est l'histoire d'un homme de deux hommes plutôt, pour le coup, qui vont s'embrasser pour tourner dans un court-métrage, qui vont tourner et s'embrasser pour une scène dans un court-métrage étudiant, et ça va provoquer une certaine réaction que je pourrais qualifier de plutôt chimique, ma foi. Donc voilà, moi c'est un cinéaste que j'adore, que j'estime tout particulièrement, et je pense que vous devriez voir toute sa filmo pour vraiment comprendre. Et voilà. C'est un cinéaste qui dégage. Vas-y. C'est un cinéaste qui dégage vraiment une vraie énergie. Donc il y a une aura autour de lui, et tu peux pas passer à côté. Enfin, vous pouvez pas passer à côté. Moi vraiment, je vous recommande. J'ai pas vu tous ses films, mais je vous recommande une bonne partie de sa filmo. C'est un mec qui respecte aussi les femmes. C'est un mec qui se sent plus femme que homme en fait, dans le sens où avec son homosexualité, c'est lui qui l'explique, c'est pas moi qui l'invente, le traitement qu'il a reçu, il se sentait plus femme, dans le sens où les femmes aussi galèrent plus de nos jours un peu que les hommes, surtout dans la société telle qu'elle est, c'est pas un scoop. Attends, j'ai un petit truc à dire, et pour aller dans le sens un peu de Jay, ou pour plutôt lui répondre, en fait, déjà, il faut savoir un truc, c'est que pour moi, Anto, il le sait, Romu un petit peu aussi, ça fait plusieurs années que je vais tout le temps au Festival de Cannes et que je squattais pas mal. Et il faut savoir déjà une chose sur Xavier Dolan, c'est que c'est un mec
qui fait des photos avec tout le monde. Donc déjà, il a une cote de popularité à Cannes chez les gens parce que c'est le mec qui va faire des photos avec tout le monde, il va faire des sourires à tout le monde, il va parler à tout le monde. C'est quelqu'un de très agréable, tu vois, dans la vie, quoi. Parce que déjà, quand tu es agréable avec les gens, forcément après les gens te le rendent un petit peu. Et après, par exemple sur Twitter, c'est pas lui qui demande ça, mais il a une grosse communauté gay derrière lui. Il a, par exemple, j'avais vu qu'il avait un truc LGBT à fond qu'il suivait, parce que c'est normal, c'est un réalisateur homosexuel qui passe des messages un peu d'amour, qui protège les femmes. Donc forcément, ça inclut aussi une grosse communauté homosexuelle qui doivent se retrouver dans son message. Donc après, ça vient pas de lui, tu vois, il se sert pas de ça, lui. C'est les gens qui s'identifient à lui plutôt que lui qui dit en gros tous les homos venez avec moi parce que je suis homo. Donc ça, il s'en détache un peu, mais c'est les gens qui viennent vers lui. Et en fait aussi, ce qu'il y a, c'est que la scène qu'il fait dans ça, chapitre 2, c'est la scène d'intro où il est dedans, bah, je suis désolé, c'est la meilleure scène du film. C'est la scène la plus forte du film. C'est la scène qui te donne le plus d'émotions, mais un peu négatives, parce que les mecs, quand ils le jettent par-dessus le pont et tout, mais t'as les nerfs, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Et du coup, mine de rien, sa scène qui joue la scène homophobe, c'est la meilleure scène du film. Et du coup, voilà, ça devient un symbole en fait pour la lutte contre l'homophobie, contre voilà la haine, contre tout ça. Et du coup, il est devenu un peu un symbole malgré lui. Et là, c'est vrai que par exemple pour ça chapitre 2, il s'en a un petit peu servi du coup, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même un mec, comme j'ai dit, qui est adorable avec tout le monde. Et forcément, ben, il rallie un petit peu les gens. Et voilà, c'était juste pour te répondre à ça. Moi, la scène du début, justement, de Chat chapitre 2, je sais pas d'où ça sort, mais c'est gratuit, un tabassage. D'un coup, ça fait beaucoup penser. Je mets le en parallèle, c'est pas pourquoi. Ouais, mais en même temps, si tu ne le montres pas, est-ce que tu comprends vraiment dans quel genre de film t'es, dans quel genre de liberté, etc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents avec moi. Ça Avec m'a plaisir. fait plaisir de vous recevoir. Merci pour vos. Puis, Merci à toi de nous avoir. je vous dis à bientôt. Ouais, allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.